J'ai eu un grave accident de moto. J'étais censé plus marcher, clairement. Déléguer, c'est un vrai sujet. Me dire que je vais donner à quelqu'un une mission, c'était un vrai challenge. Sauf que si tu veux avancer, tu es obligé de le faire. L'échec, pour moi, est inhérent au process. C'est-à-dire que de toute façon, on est amené à échouer pour pouvoir réussir. Parce que tu apprends. Sans échec, tu n'apprends rien. Et moi, j'ai dû faire beaucoup de steps dans ma tête pour pouvoir gérer l'humain, parce que c'est le sujet à part entière. Si tu n'arrives pas à gérer tes équipes, tu iras nulle part. Bonjour, salut, comment vas-tu? Je vais bien, merci, et toi? Très bien. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Guy Moni, j'ai 40 ans. Ok, d'accord. Merci d'avoir accepté l'invitation de venir à ce nouveau podcast talk. Merci à toi. On va faire un petit bout de chemin ensemble, en réalité. Pas de stress, pas de pression. C'est juste une discussion entre toi et moi, entre jeunes entrepreneurs et un autre entrepreneur aussi. Ok. Donc voilà. Est-ce que tu peux te présenter ton activité? Alors, moi, je suis entrepreneur. J'ai monté une chaîne de salles de sport individuel, de coaching privé, sur Paris. Donc là, aujourd'hui, on a 2 salles. Une troisième qui est en cours, avec un projet d'expansion sur l'Europe. Mon parcours, il est assez atypique. Donc, alors, pour faire très bref, j'ai un master en chimie biomédicale. J'ai aussi passé les concours de sciences politiques à Paris, que j'ai validé aussi. J'ai un BPGEPS en tant que coach sportif. Okay. Donc, tu vois, je suis un petit peu assez tout azimut. Et donc, j'ai travaillé dans le salariat pendant 8 ans avant de quitter mon job et de monter ma boîte en 2018. Et j'ai commencé en 2020, en plein Covid. Voilà. Et ça fait 4 ans maintenant qu'on tourne plutôt bien. Ok, d'accord. Voilà. Donc, du coup, à la base, toi, tu travailles dans le sport? Alors, le sport, non. J'ai été sportif toute ma vie sans bosser dedans. Donc, j'ai fait du basket à haut niveau jusqu'à mes 30 ans. J'ai fait des arts martiaux. Donc, j'ai fait de la boxe thaï, de la boxe chinoise et du kung-fu. Et du crossfit. Voilà. En gros, et de la musculation en toile de fond, toujours. Okay. Mais c'était vraiment toujours un loisir et un plaisir de le faire. Et le sport est arrivé en termes de métier que vers 2018, quand j'ai vraiment voulu faire le pont entre ce que je faisais en privé et puis monter un business. Pourquoi le Covid alors? Parce que j'aime le challenge déjà. Et non, blague à part, c'est que j'ai coaché d'abord en indépendant donc, pendant 1 an et demi, donc de 2018 à 2020, enfin 2019. Et est arrivée la crise sanitaire, que tout le monde connaît. Et donc en fait, c'était le moment d'avoir un virage, je dirais, différent et de trouver une option pour pouvoir rester en vie. Voilà, tout était fermé, tout était bloqué. Et donc je me suis dit, c'est un signal pour me dire de comment en fait faire une transition, je dirais, pro, et monter un business qui soit, je dirais, pérenne dans le temps et qui colle finalement aux nouveaux besoins. Toi, en fait, en réalité, tu travaillais et en plus tu faisais des heures de coaching, c'est ça? Même pas. En fait, alors, au départ, j'étais d'abord salarié donc dans une boîte d'assurance pendant 8 ans. J'ai quitté ma boîte en 2017. J'ai passé mon diplôme de coach. J'ai coaché en indépendant pendant 1 an et demi. Voilà, classique, coach en salle de sport, classique, à mon compte, en AE. Et durant le Covid, c'est là où j'ai eu cette mutation en me disant, je vais aller plus loin. Je vais monter un concept plus profond, plus holistique, tu vois, avec l'idée de coacher des gens dans un espace qui soit privatif et beaucoup plus quali qu'une salle de sport classique où tu as trop de monde, promiscuité, hygiène, bruit et autres. Vraiment un espace intimiste. Voilà. Quand tu as commencé à coacher, en fait, en réalité, tu as vu les problématiques et tu as essayé de répondre à ces problématiques. Tout à fait, c'est ça. J'ai eu dès le départ une clientèle plutôt axée féminine. Parce que c'est comme ça, voilà. Et vite, j'ai vu en fait quelles étaient les limites en termes d'intimité, de pudeur, de gêne, etc. Et j'ai su qu'il fallait que je monte à terme un concept plus polyvalent, plus global, voilà, qui réponde justement à ces nouveaux problèmes. Et donc est arrivée la crise qui a poussé encore plus mon projet. Je me suis dit en fait, voilà, c'est maintenant. L'arrivée de ta première salle de sport, du coup? Alors à l'arrivée, mi-2020, j'étais chez moi, comme ça, tranquille. Et je me suis dit, tiens, je vais aller sur le bon coin pour voir s'il y a des locaux dispo comme ça. Voilà. Et c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune transition. J'étais chez moi tranquillement, en plein Covid, en plein confinement. Je me suis dit, tiens, je vais aller voir ce qui se passe un peu sur le bon coin. Je vois des locaux, Paris 15e, Paris 16e, voilà, les coins d'où je viens. Donc moi je suis plutôt de Boulogne, en termes pro. Et je vois des locaux, je me dis, tiens, je vais appeler, je vais voir s'ils sont dispo. J'appelle. Ils sont dispo et je signe le bail. Voilà, ça se fait comme ça. Donc voilà, vraiment sur un coup de tête, c'est mon côté un peu impulsif. Et derrière, j'ai monté ma salle comme ça, donc entre l'automne et l'hiver 2020, voilà.
Donc j'ai tout mis en place, je dirais, tout seul, ce soit en termes de travaux, en termes de logistique et autres, donc avec mes propres et voilà, donc je l'ai monté entre octobre et puis janvier, et j'ai ouvert début février. Et au départ, donc j'ai coaché d'abord en solo dans mon studio, donc à l'époque, dans le 15e, et j'ai démarré comme ça jusqu'à l'été. Et après, j'ai commencé à embaucher. Ok. Voilà. Mais c'est spécial. C'est très spécial. Parce qu'en fait, en réalité, on t'apprend, tu vois, ça devient dans les grandes études qu'il faut faire une étude de marché, qu'il faut demander un prêt à sa banque, etc. C'est clair. Et toi, tu nous dis, non, moi, coup de tête, je me suis levé et ça y est. Alors déjà, banque, dès le départ, ils m'ont refoulé, dès le départ. Donc j'ai su qu'en fait, je vais compter que sur moi-même. Ouais. Parce que quand j'ai commencé, j'avais pas encore forcément des moyens vraiment, je dirais, conséquents. Donc j'avais mes propres économies. Je suis à la banque, ils m'ont dit, en fait, non, casse-toi. Du coup, je me suis dit, je vais commencer tout seul avec mes propres fonds. Études de marché, en fait, étant coach moi-même de base, j'avais déjà un instinct et un feeling par rapport à qu'est-ce qui plaît, quel est le besoin et autres. Donc je suis vraiment allé au feeling. Clairement, c'est clair que j'ai pas fait d'études de marché, d'ailleurs j'ai pas fait d'études de commerce tout court. Par contre, j'estimais que j'avais un empirisme sur le terrain qui était probant. Donc voilà, je suis vraiment allé comme ça à l'instinct. Donc kamikaze pour certains, ou visionnaire pour d'autres. Mais voilà, c'est sûrement allé à l'instinct. Ouais. En fait, je pense pas que... Vu que tu as l'expérience du terrain et que tu sais où tu allais, et du coup, je pense que ta première expérience, c'est d'arriver à t'avais un business model qui marchait. C'est ça. Du coup, en fait, c'est pas si kamikaze, en fait, en réalité. Je pense que l'étude de marché, indirectement, tu l'as faite sans le savoir, parce que tu savais comment te rémunérer et générer des sous par rapport à ton business plan. C'est vrai. Du coup, sauf si je me trompe, quand tu décides de prendre la salle, c'est pour un besoin d'évolution, en fait, en réalité. Alors, kamikaze dans le sens où, d'une part, c'est que j'ai quitté un équilibre où j'étais déjà rentable. Et surtout, c'est qu'on était en pleine crise sanitaire, où tout était fermé. Et c'est en ça où beaucoup de gens m'ont dit, mais en fait, tu arrêtes un boulot qui marche bien pour monter un projet en pleine crise sanitaire. Donc c'est par rapport à ça où je te dis, j'étais un peu kamikaze et vraiment, je suis parti tête baissée. Même si au fond de moi, je me disais que c'était quelque chose qui était intéressant et qui répondait en fait aux nouveaux besoins, je dirais, d'hygiène, où les gens étaient psychotés par autrui. Donc avoir un espace clos, c'était clairement ce qui répondait à un besoin. Donc oui, c'était risqué, et en même temps, comme tu dis, d'instinct, pour moi, c'était déjà une idée qui était forcément bonne. T'es pas en train de douter, en fait, là. En fait, déjà, c'est que j'ai un rapport à l'échec et à la peur qui est assez particulier. Tu vois, c'est-à-dire que j'arrive pas en fait, à avoir peur des choses. Je suis pas quelqu'un qui est peureux. Et je me dis toujours que je suis assez armé au niveau intellectuel pour pouvoir gérer ce qui va arriver avec le temps. Donc ça, c'est un point important. Après, l'échec, pour moi, est inhérent au process. C'est-à-dire que de toute façon, on est amené à échouer pour pouvoir réussir. Parce que tu apprends. Sans échec, tu n'apprends rien. Tu vois. Donc ça, c'est un point qui est fondamental. Donc je suis pas dans le tic de me dire putain, ça va être chaud, si je rate, je vais pas réussir. Donc si je rate, je vais apprendre un truc pour après d'ailleurs faire encore mieux, tu vois. Donc ça, c'est un point hyper important chez moi, qui est issu du sport de haut niveau, parce que quand t'es sportif, t'es pas tout le temps dans la victoire, t'es dans le processus de victoire, mais t'es pas tout le temps en train de gagner. Donc c'est plus ça. Et derrière, le truc, c'était de me dire que j'ai toujours aspiré à voir plus grand que ce que j'étais déjà, je dirais, au départ. Donc avoir un taf qui marche bien, c'est cool. Mais est-ce que ça répond à mes besoins de grandeur? Non. Je voulais voir plus grand, je voulais évoluer, me challenger. Ça, c'est pareil, c'est encore mon côté sportif qui fait que j'aime bien être challengé. Ouais. Voilà. Ta première salle, comment l'expérience sur ta première salle? Tu aimerais savoir les difficultés que tu as eues? Ce qui a été dur au départ, ça a été les fonds. Comme je t'ai dit, les banques m'ont pas suivi. Donc j'ai dû en fait chercher à être le plus rentable possible avec le moins de mise possible. Donc quand on met un projet en place, c'est ça vraiment le nerf de la guerre, c'est le point de départ, c'est comment je fais pour avoir de la rentabilité en ayant le moins de mise au départ. Donc ça, c'était un vrai challenge, parce que j'avais pas beaucoup de fonds. Donc où est-ce que je mets mes fonds, où est-ce que je place mes billes? Et ensuite, derrière, l'autre projet, c'était de me dire comment je fais migrer mon portefeuille client de Boulogne à Paris. Sachant que beaucoup qui venaient me voir parce que j'étais près de chez eux, m'ont dit, attends, écoute-moi mec, moi je suis venu pour te voir à Boulogne, tu viens à Paris, je te suis pas. Donc il fallait recréer derrière encore une dynamique par rapport à ça. Et ça c'était un vrai challenge, clairement. Tu vois, c'était un vrai risque. Parce que je me dis, en fait, je perds des clients qui sont fidèles pour partir sur un coin nouveau
dans un truc nouveau. C'était ça vraiment qui était assez compliqué au départ. Ok, d'accord. Et tu as réussi, vu que tu en as... A priori, oui. Vu que tu as Ouais, a priori, oui, ça a marché. En vrai, ça a marché assez vite, c'est-à-dire que j'ai été rentable, je pense, en quelques mois. Je crois que déjà, j'ai ouvert en février. Je pense que dès l'été, déjà, j'étais déjà rentable. Parce que ça a plu, parce que ça a répondu à un besoin que les gens n'avaient pas encore forcément visualisé, mais ont ressenti. Et puis une partie de mes clients aussi m'ont suivi. Donc voilà, il y a eu un micmac qui a fait qu'entre les réseaux sociaux, la chalandise aussi qui était intéressante, et puis mes clients, ça a pris comme ça. En parlant de réseaux sociaux, la place des réseaux sociaux dans ton ascension entrepreneuriale, Ouais. tu penses que c'est une bonne place, une grande place, ou pas? Ou peut-être la communication? Ça dépend à quelle période. C'est-à-dire que j'ai vu une évolution de l'impact des réseaux selon différentes périodes. Ok. Au départ, c'était énorme. C'est-à-dire que j'ai quasiment capté mes clients que sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Voilà, je communiquais, story et autres, les gens voyaient ce que je faisais, crédibilité, hop, il y avait un vrai appel d'air. Et après, plus j'ai commencé à monter et puis à m'étoffer, plus j'ai dû commencer à varier mes canaux de diffusion. Aujourd'hui, Instagram, c'est 10%, alors qu'il y a encore 2 ans, c'était 70%. Maintenant, c'est vraiment plus la crédibilité sur le terrain, le bouche à oreille, la notoriété, voilà, c'est plus ça. Bouche à oreille, notoriété? C'est ça. Ok. C'est les clients qui t'amènent des nouveaux clients? D'une part, même par rapport aux enseignes qui commencent à avoir du poids dans Paris, c'est-à-dire que les gens maintenant quand ils voient l'enseigne, ils la reconnaissent, Ok. ils passent, ils viennent, ils s'arrêtent, etc. Avant, comme je n'étais pas encore connu, bah, c'était que via mon compte Instagram. Maintenant, je suis quasiment plus coach du tout, donc je gère vraiment les salles de sport et j'ai des coachs qui sont déjà implantés dans les studios. Ok. Donc maintenant, c'est vraiment un travail de fond où je dois être une marque à part entière qui doit s'émanciper donc d'un vivier de salles de sport. Au début, les réseaux sociaux, en tout cas dans ton business plan, c'est bien, mais ça a ses limites en réalité. Et du coup, tu as dû changer tes canaux de diffusion pour attirer de la nouvelle clientèle. Et ce qui est énorme, c'est qu'en 2 ans, tu m'as dit que tu passes de 70 à 10% de ta clientèle sur les réseaux sociaux. Pourtant, tu communiques toujours autant? Alors, ce qui a changé beaucoup, c'est qu'avant, j'étais le coach dans les studios. Okay. Donc forcément, quand je faisais mon storytelling, c'était moi qui coachais. Et donc, quand j'ai commencé en fait à me mettre en retrait pour pousser mes coachs et vraiment la marque, pour qu'elle commence à vivre et à exister, je me suis rendu compte que ce que je diffusais était moins impactant, parce que j'étais moins crédible. Voilà, en gros, je parle de coaching, mais finalement, ce sont mes clients qui coachent. Donc c'est là où j'ai vu une transition, où ce que je diffusais était moins impactant par rapport à avant, sur le fait que je n'étais pas sur le terrain. Et donc j'ai dû en fait repenser ma communication. C'est plus ça. Tout seul ou aidé? Tout seul. Okay, tout seul. Donc j'ai commencé à changer ma manière de communiquer, à créer des comptes secondaires, à travailler sur un site web qui était beaucoup plus pro, ainsi de suite. Ton switch de coach à entrepreneur, même si tu étais quand même déjà entrepreneur, mais là du coup, de ne plus être sur le terrain et de ce changement de casquette, comment tu l'as ressenti? Comment tu l'as vécu? Comment tu l'as ressenti? C'était assez ambivalent parce que d'un côté j'étais soulagé parce que je passais de 40 heures de coaching par semaine, voire 50 à quasiment 2-3. Donc forcément niveau volume et charge mentale c'est quand même beaucoup plus cool. Et en même temps c'était quand même un monde nouveau parce que je suis pas du métier. Donc gérer des équipes, gérer des gens, gérer un business et autres, c'est quand même pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Donc c'était assez compliqué même au niveau humain, parce que gérer l'humain c'est un challenge, ça on ne dit pas assez. Mais c'était ça qui était aussi intéressant et stimulant pour pouvoir prendre après plus de hauteur. Ouais, la gestion de l'humain. C'est ça, un vrai challenge. J'ai mon frère qui a sa structure et qui... Non, même pas que mon frère, tout le monde en fait, en réalité. J'ai l'impression que pour une entreprise, sur une grosse entreprise, d'ailleurs, c'est à titre perso, c'est peut-être ça qui me freine à ultra évoluer parce que la plupart de mes potes entrepreneurs... les employés, ils en pesent un peu plus. C'est dingue, c'est compliqué, tu vois. J'ai plein de potes entrepreneurs, etc. À chaque fois, ils me disent, ouais, franchement... J'en ai d'autres qui ont fait même marche arrière à cause de ça. La gestion de l'humain, en fait, en réalité. J'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez, que c'est très méconnu. Enfin, tous les entrepreneurs, on le sait, tu vois. Mais les gens ne savent pas que c'est... je peux dire que c'est un fardeau en fait, j'ai l'impression, non? Ou je sais pas. Bah, alors déjà c'est qu'on le sait, mais on s'en rend compte que sur le terrain. Alors que même en commençant au départ, je me suis dit bon oui, c'est sûr que ce sera un vrai sujet, mais tant qu'on n'est pas dedans, on ne sait pas.
Et en fait, ouais, moi j'ai dû faire beaucoup de steps dans ma tête pour pouvoir gérer l'humain parce que c'est le sujet à part entière. Si tu n'arrives pas à gérer tes équipes, tu iras nulle part. Et tu auras beau avoir un produit hyper puissant, hyper intelligent, hyper impactant, si tes équipes derrière ne te suivent pas, tu iras nulle part. A l'inverse, tu peux avoir un produit qui soit même, je dirais, moyen, mais si tu as une équipe qui est avec toi et qui est soudée, qui taffe dans le même sens que toi, là pour le coup, tu avances. Donc ouais, moi j'ai vraiment beaucoup appris là-dessus, des fois à mes dépens, tu vois. Mais ouais, c'est un vrai challenge, c'est une dinguerie. Le poids humain et le côté RH, il est énorme. Sans ça, tu vas nulle part. Et cette transition, comment tu l'as vécue du coup? Parce que tu passes de toi tout seul et du coup, non, enfin, même j'ai envie de te dire, apprendre à déléguer. Ouais, ouf, là c'est un vrai sujet ça. Moi je le fais que depuis 1 an ou 2. Ouais. Mais c'est parce que mon frère il m'a dit, faut que tu délègues au bout d'un moment parce que tu fais trop de choses. C'est clair, c'est clair. Déléguer, c'est un vrai sujet, parce que moi-même qui suis plutôt indépendant, misanthrope, même un peu sur les bords et autres, me dire que je vais donner à quelqu'un une mission, c'était un vrai challenge. Sauf que si tu veux avancer, tu es obligé de le faire, c'est clair. Ouais. Si tu veux pouvoir voir plus grand et grossir, tu dois déléguer, parce que tu peux pas être partout. Et te dire surtout, que ce que les gens vont faire, ne sera pas forcément comme tu veux, mais tant que c'est comme il faut, c'est assez. Et ça, c'est un step qui m'a pris des mois, en fait, de me dire, Guy, c'est pas comme tu veux, mais est-ce que ça convient? Si ça convient, ta gueule, laisse faire, tu vois. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce qui t'a plu qu'est-ce qui te plaît dans le sport? Le sport? Ouais. C'est une école de vie globale, en fait. Il y a tout dans le sport. T'as tout dans le sport. T'as toutes les valeurs principales, bonnes et mauvaises. T'as le partage, t'as l'abnégation, t'as le courage, t'as la peur, t'as la méchanceté. Le sport résume tout, en fait. Quand tu es sportif de haut niveau et que tu vas au bout du bout, tu peux tout capter et tout comprendre. Donc pour moi, le sport, c'est un vecteur énorme. Ouais. Voilà. Via le sport, j'ai pu aider des gens qui étaient atteints de TCA, anorexie, boulimie, hyperphagie. Via le sport, j'ai pu gérer des traumas psychologiques, j'ai pu gérer plein de choses. Le sport, c'est magique. C'est-à-dire que tu peux véhiculer tout, en fait. Ouais. Et t'as pas de frontières entre les gens. Que tu sois CSP+, ou que tu sois SDF, dans le sport, tout le monde est mis au même plan, tu vois. Et ça, c'est magique, c'est fédérateur, tu vois. Ouais, je vois. Quelle a été une de tes plus grandes difficultés? À quel niveau? Sportif ou Sportif ou vie, et vie même? Vie, je te dirais, c'est récent, en plus, c'était en 2022. J'ai eu un grave accident de moto. J'étais censé plus marcher, clairement. Donc ça a été très dur pour moi qui suis hyper actif, hyper sportif, hyper tout, d'être alité pendant 9 mois et qu'on me dise que je ne marcherai plus. C'était chaud. Ouais, ça c'était vraiment, moralement c'était très dur. Ouais. Surtout quand on se voit comme tout puissant, parce que ça c'est un des trucs des sportifs, tu te sens très fort. Être limité dans le temps et qu'on te dise que tu ne pourras plus rien faire, c'était très dur. Ouais. Et comment t'as pu traverser cette épreuve? Je me suis accroché à ce que je vendais. En fait, je le vends depuis 10 ans, donc je me dis, je peux pas vendre quelque chose à des gens et moi pas l'appliquer, tu vois. Donc je me suis dit, bah ouais, en fait, l'échec est dans le process, t'es dans l'échec, prouve aux gens que tu vis et que tu fais ce que tu dis, tu vois. Donc même si là je te le vends comme ça, etc., il y a eu un process qui a fait qu'au départ c'est dur, et puis je me suis émancipé vers ça, et puis j'y ai cru, sans voir forcément l'arrivée, mais je me suis dit, en fait non, je vais marcher aussi. Je vais en marcher, j'ai fait du kiné pendant quasiment 1 an. Je me suis auto-coaché aussi, et voilà. Félicitations. Merci. Franchement. Ouais. En tant qu'entrepreneur, comment tu lis ta vie perso et ta vie pro? Waouh, gros sujet aussi. Ça a très longtemps été un vrai sujet parce que j'ai toujours mis en avant ma vie pro par rapport à mon perso, en me disant que le pro allait forcément aider le perso, tu vois, dans le sens où je me dis, si t'as pas une vie pro qui est solide, t'auras une vie perso qui est claquée. Alors c'est assez, je dirais, manichéen, mais étant issu d'un milieu assez modeste, je voulais forcément réussir pour pouvoir me dire que ma vie perso serait derrière protégée par ma vie pro. Ouais. Donc j'ai fait des choix que tout le monde n'aurait pas forcément fait, mais que j'ai assumé toute ma vie et qui font que, oui, je sais que parfois ma vie pro prend trop de place par rapport à ma vie perso. J'y travaille, voilà. Ouais, de toute façon, je pense que c'est la problématique de tout entrepreneur. Trouver cet équilibre-là, en fait, en réalité. Parce que t'as soif de victoire et en fait, en réalité, je pense que même moi, issu d'un milieu modeste, je peux me permettre de retourner dans ce milieu modeste. Tout à fait. Et du coup, quand on travaille autant, c'est pour... au final, en fait, c'est pour le perso, mais des fois,
difficile à comprendre en fait. Ouais, il y a un feu que je pense que peu de gens peuvent comprendre. Si t'as pas été pareil ou dans le même besoin, t'arrives pas à capter. Et ça, je l'ai vu souvent autour de ma vie. C'est que les gens n'arrivent pas à se dire pourquoi tu bosses autant. Voilà. Quand les choses marchent bien, ça va, t'as assez. Pourquoi tu bosses autant? Ouais, et en fait, c'est que le pro, pour moi, était une manière de pouvoir presque, parfois, réparer un peu le perso. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire ou pas. Tu vois, compenser des manquements et autres. Et je me dis toujours, c'est que si ma vie pro s'effondre, j'aurai aucune vie perso. Ouais. Après aussi, je pense qu'il y a le côté sportif ou compétiteur en réalité aussi qui fait que du coup, on transfère ça, en tout cas pour moi, pour ma part, je le transfère aussi à ma structure, à mes objectifs, et du coup que je me mets autant d'énergie à travailler en réalité. Mais après, je sais pas si pour toi c'est comme ça, pour moi c'est un plaisir en tout cas le travail que je fais c'est un plaisir. Du coup mes heures, je les prends pas ça comme une sorte d'épuisement, mais aussi c'est un épanouissement en réalité. C'est-à-dire que avant-hier j'étais à Lyon, hier j'étais en spectacle aussi, là tout à l'heure je vais enchaîner, j'enchaîne gros truc. Ça te plaît. Ouais, on va dire tous les jours et tout ça, je dis ouais mais je kiffe. Donc le matin je me lève, là je t'interview, je kiffe, tu vois. J'ai un autre rendez-vous qui va enchaîner, j'ai d'autres rendez-vous, et après je dois gérer mes filles, etc. Mais comme c'est un kiff, je pense que c'est plus simple. Les heures, tu les comptes pas pareil que quand tu fais un travail que tu n'apprécies pas, parce que malheureusement, il y en a qui font des travails qu'ils n'apprécient pas. Mais pour moi, c'est des choix de vie en fait, en vrai. Ah, mais clairement. Alors là-dessus, je te suis à 100%. Tu vois. Clairement. C'est que beaucoup de gens pensent que pour pouvoir réussir, il faut être hyper déterminé. Non, il faut d'abord aimer ce qu'on fait. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, t'es déter pendant 1 an, pendant 2 ans, mais pas pendant une vie entière, et tu n'iras pas très loin parce que tu n'auras pas ce feu qui fait que même quand tu es fatigué, tu continues. Tu aimes ce que tu fais. Après, moi, je sais que là-dessus, les gens pensent que je suis un Chinois, que je bosse tout le temps et que j'aime trop ça. J'aime ça, mais je sais qu'un jour, je vais m'arrêter. Mon but, c'est pas non plus de bosser toute ma vie. Et je bosse pour après, derrière, me mettre à l'abri, moi et mes proches à terme. Mais mon but n'est pas de bosser pour bosser. Je ne cherche pas à être multimilliardaire à outrance en me disant je vais amasser un max. Mon but, c'est d'être à l'abri, d'être bien, c'est clair. Mais je sais que le jour où je serai arrivé là où je veux arriver, je vais poser le pied. Et donc je passerai de Chinois à Antillais, tu vois. Voilà. Non, j'ai compris. J'ai compris. Qu'est-ce que tu conseillerais à un entrepreneur qui cherche à se lancer? Un conseil. Un conseil comme ça, tout azimut, comme ça à l'arrache, je te dirais... sois sûr, en fait, d'être prêt à faire les sacrifices qu'il faut. Je pense que beaucoup de gens, en fait, aujourd'hui ne pèsent pas vraiment ce que ça coûte de réussir, ce que ça coûte d'investir, ce que ça coûte de monter un projet. C'est pas juste un jeu vidéo, tu vois. Donc il faut être sûr d'être prêt à sacrifier parfois du temps social, des loisirs, des proches, des histoires d'amour et autres. Si t'es pas prêt à ça, te lance pas en fait, ça sert à rien. Quel conseil t'aurais aimé qu'on te donne? Quel conseil j'aurais aimé qu'on me donne? Aucun, je me gère. Non, franchement, je vois pas comme ça, donc non. Écoutez. Si, peut-être de me dire que l'humain, ce serait un vrai sujet, et accroche-toi, tu vois. Même si, au final, je l'ai vu et puis je gère, tu vois. Mais ouais, c'est peut-être le point le plus compliqué que j'ai eu à gérer depuis 2020, c'était gérer l'humain. Plus que finalement gérer les finances, gérer les frais, gérer le bilan et autres. C'est l'humain qui a été vraiment le plus compliqué, je pense, pour moi. Ouais. Le mot de la fin? Mot de la fin? Ouais. Je pourrais te dire la phrase de la brillance, que j'aime beaucoup souvent dire parfois à mes clients et autres, c'est qu'on peut changer le monde en changeant chaque personne. Et donc en gros, c'est l'idée vraiment de base de la brillance, c'est de se dire qu'en fait chacun peut être une inspiration pour autrui. Il n'y a pas de héros en soi, tout le monde est un héros en soi, dès lors qu'il va faire quelque chose qui le dépasse en inspirant autrui. Toi tu peux inspirer demain tes filles, un ami ou autre en faisant quelque chose de grand, et ainsi de suite. Et du coup tu propages ça comme ça. C'est ça que je pense qui est le plus important et le plus inspirant, c'est de propager ça. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. J'espère que tu as passé un agréable moment. Ouais, presque. Et on se dit à bientôt. À bientôt. Merci.